Bonjour à tous, bienvenue, c'est le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, les personnalités qui font l'économie sur le continent, et c'est le patron d'un groupe historique que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en compagnie de ma camarade Aurélie Mbida. Bonjour Aurélie. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Chef du pôle économie de Jeune Afrique, nous recevons le directeur général de l'Empire Castel, comme il est parfois surnommé. Bonjour Grégory Clair. Bonjour à tous les deux, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Quelques mots de votre groupe, fondé en 1949 par Pierre Castel, d'abord dans le commerce des légumes, puis deux autres secteurs, le commerce du vin, Castel Frères, dans le sud-ouest de la France, la région de Bordeaux, forcément, puis en Afrique avec la bière, de très nombreuses marques sur le continent, mais aussi d'autres boissons, des boissons gazeuses, l'eau, l'agroalimentaire, la production de verre. L'Afrique, Grégory Clair, au cœur de votre activité de chef d'entreprise. Aurélie retrace votre parcours. Alors Grégory Clair, vous êtes aujourd'hui à la tête de l'un des plus grands groupes agro-industriels du continent. Castel, c'est un empire tentaculaire qui s'étend aujourd'hui sur 22 pays avec près de 80 sites de production et un très fort maillage territorial. Un groupe au chiffre d'affaires local estimé à plus de 4 milliards d'euros, devenu synonyme de bière, boisson, mais aussi de sucre, de farine et de verre. Un géant africain, mais à capitaux familiaux français, ce qui en fait un acteur singulier dans le paysage économique du continent. Mais avant de prendre les commandes de cet empire, vous vous y êtes illustré en tant que conseil, un avocat de formation diplômé de l'université de Zurich dans votre pays d'origine, la Suisse, un profil atypique dans un groupe aussi ancré dans la tradition industrielle. Vous avez rejoint Castel il y a une quinzaine d'années en tant que conseil, avocat, avant d'en devenir l'un des piliers exécutifs jusqu'à prendre officiellement la direction en 2023. Ce parcours illustre une forme de métamorphose, celle d'un homme qui connaît par cœur les contrats, mais aussi les marchés, les tensions sociales, les routes d'Afrique de l'Ouest et les réalités des usines de Ouagadougou ou encore d'Abidjan. Grégory Clair, en quoi cette formation de juriste, d'avocat d'affaires vous aide aujourd'hui dans vos fonctions? Est-ce que ça vous aide à gérer la complexité de différents dossiers, à négocier, à décider aussi? Vous savez, on dit souvent que tous les chemins mènent à Rome. Eh bien, je crois qu'effectivement, les formations juridiques, de manière générale, mènent à beaucoup de choses. Donc oui, je pense qu'effectivement, c'est un avantage d'avoir une formation juridique solide, qui plus est par les temps qui courent. Aurélie. Puis bien sûr, il y a Pierre Castel, le fondateur, 99 ans cette année, une longévité rare, un patriarche respecté qui a bâti un empire sur une intuition simple, produire localement, distribuer efficacement dans une certaine discrétion et rester maître de son capital, une gouvernance familiale avec ses forces et ses secrets, où la fidélité compte autant que la performance. C'est dans cet héritage que vous vous inscrivez désormais, votre propre marque de fabrique, celle d'un groupe qui s'ouvre, sans renier son ADN. Comment vous pourriez définir cet héritage? Qu'est-ce que vous a appris Pierre Castel? Écoutez, je pense déjà c'est un visionnaire. C'est un génie, d'une certaine manière. C'est pour moi l'exemple parfait de l'entrepreneur, la personne qui sait prendre des risques, qui calcule ses risques, et puis finalement qui réussit, qui a la réussite qu'on lui connaît. Donc je crois qu'au sein du groupe Castel, nous sommes tous naturellement marqués par cet ADN que nous cherchons à maintenir, que je cherche bien évidemment à maintenir, à faire évoluer, d'accord? C'est une évolution, c'est pas une révolution, parce que notre ADN est puissant, il est fantastique, et nous en sommes extrêmement fiers. Vous, Grégory Clair, vous parlez de terrain, vous parlez de proximité, de ces voyages répétés entre Singapour, Accra, Ouagadougou, Abidjan, Dakar, Luanda ou encore Tananarive, où vous avez mesuré, dites-vous, la force du sentiment d'appartenance au sein de Castel, de cette idée que l'entreprise n'est pas qu'une marque, mais une communauté, la conviction que Castel, malgré son envergure, reste une aventure profondément humaine, construite sur la confiance et la transmission. Si vous deviez retenir un souvenir de terrain, justement, sur le continent africain? C'est une très bonne question, j'en ai tellement que c'est pas facile de faire le tri. Mais écoutez, je vous dirais tout simplement une expérience que j'ai vécue au Tchad, à N'Djamena, pour être tout à fait précis, où lors d'une soirée et d'un repas, je me retrouve assis à côté de notre chef brasseur, un Cubain.
Et naturellement, on vient à parler de Cuba. Et il m'explique, voilà, quand il a grandi à Cuba, il a quitté Cuba dans certaines circonstances assez difficiles. Et puis je lui dis, voilà, que je connais Cuba, bien évidemment, mais dans des relations, je dirais, plus détendues que celles qu'il m'expliquait. Et à ce moment-là, je lui demande tout simplement, je lui dis, mais est-ce que vous y retournez de temps en temps? Puis là, il me dit, oui, j'y retourne la semaine prochaine. Je vais voir ma maman, qui est âgée et qui va pas très bien. Je vais lui apporter des médicaments. Et la manière dont il m'a expliqué cette histoire, dont il me racontait ce voyage qu'il allait faire pour amener des médicaments à sa maman, et que les choses soient claires, ce sont des médicaments qui étaient des médicaments, on guillemets, basiques, aspirine, paracétamol, etc. Et qui manquent beaucoup. Exactement. Et dans son discours, on voyait, ça transpirait le sentiment d'appartenance. C'était vraiment, je tiens à remercier le groupe Castel, parce que c'est grâce au groupe Castel que je peux justement aller apporter ces médicaments à ma maman. Et j'ai trouvé ça extrêmement puissant, extrêmement fort. Et je crois que d'une certaine manière, ça résume ce que vous venez de dire. L'humain est au centre de nos préoccupations chez Castel. Il y a aussi quelque chose au centre de vos préoccupations. Vous avez hérité d'un groupe en mutation, dans un secteur où tout change. La consommation d'alcool recule parfois dans certaines zones. La fiscalité s'alourdit, les coûts de production flambent et la concurrence s'intensifie. Mais vous avez aussi pris la tête d'un acteur dont les fondamentaux demeurent puissants. Une logistique intégrée, un réseau de distribution sans équivalent et une culture de la fabrication locale depuis les moulins Somdia. On reparlera des moulins un peu plus tard dans l'émission, jusqu'aux brasseries. Castel sont des marques phares, Castel Beer, Beaufort, 33 Export, Top, mais aussi une empreinte agricole qui irrigue des milliers de planteurs africains du Cameroun au Sénégal. L'année 2025 s'annonce charnière. Le groupe vient de boucler une acquisition de 80% de Guinness Ghana auprès de Diageo, une opération qui est stratégique, renforce votre présence en Afrique de l'Ouest et concrétise aussi la consolidation du marché africain de la bière, à l'heure où sa consommation en Afrique devrait croître de plus de 40% d'ici à 2030. Vous incarnez une nouvelle génération de dirigeants plus discrets mais aussi plus conscients de la nécessité de se prêter à l'exercice de la transparence. Justement, Grégory Clair, vous avez décidé de vous exprimer ici, dans cette émission, pour RFI et Jeune Afrique, ce que ne font pas tous les dirigeants de grands groupes tels que le vôtre. Pourquoi ? Écoutez, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Je pense que nous sommes fiers de notre groupe. Nous sommes extrêmement fiers de notre groupe. Nous sommes fiers de ce que vous venez de rappeler, d'ailleurs, Madame Mbida, des acquisitions récentes, Guinness Ghana Breweries Limited au Ghana, dont nous avons fait l'acquisition au mois de juillet 2025. Mais sur cette volonté de transparence. Oui. Tout à fait. Et bien, écoutez, la volonté de transparence, je pense que la communication de manière générale est quelque chose de sain. Ça permet justement de faire connaître nos activités, notre groupe au grand public. Et d'une certaine manière, ça rend aussi fiers nos collaborateurs. Et pourquoi les autres grands groupes ne le font pas tous? Pourquoi certains décident de réserver leur communication à leurs collaborateurs, justement, et pas au grand public? Écoutez, je laisserai aux autres groupes gérer leur communication pour commencer. Maintenant, en ce qui me concerne, je vois quand même au niveau des autres groupes une démocratisation très claire de la communication, ce que je trouve à titre personnel de manière très positive. Alors pour finir, Grégory Clair, vous avez cette double culture, cette double casquette qui vous permettent de naviguer aujourd'hui avec une conviction dans un monde où les crises s'enchaînent. Le plus solide des contrats reste la confiance. Grégory Clair, directeur général du groupe Castel et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Vous allez nous expliquer votre stratégie, vos projets, vos préoccupations aussi dans le contexte du moment pour une grande entreprise comme la vôtre et pour vos clients. Un entretien à découvrir sur notre chaîne YouTube en images et en toutes lettres sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com. Nous attendons vos partages et vos commentaires sans modération, contrairement bien sûr à la consommation d'alcool. Grégory Clair, vous voilà donc depuis 2023 à la tête de ce groupe qui compte des dizaines de milliers d'employés, un chiffre d'affaires en milliards d'euros, incontournable donc dans le paysage africain. On croise des publicités pour Castel un peu partout sur le continent. Comment arbitrer entre l'héritage dont on a parlé et la nécessité de transformer? Quel changement était nécessaire quand vous êtes arrivé?
Écoutez, de nouveau, je crois que c'est une très bonne question. On parle de changement. Moi, je parlerais plutôt d'évolution, d'une certaine manière. L'héritage est fantastique. L'héritage est incroyable. Nous sommes en Afrique depuis 1966. Grâce à cette vision, permettez-moi le pléonasme, visionnaire, justement, du fondateur et des membres de la famille qui l'ont accompagné dans cette aventure, qu'on fait quelque chose d'absolument exceptionnel. Et donc, mais rien n'est immuable. Absolument, rien n'est immuable. Et c'est pour ça qu'il est important de capitaliser sur cet héritage qui est fantastique. Et un groupe comme le nôtre se doit de croître, de grandir, on se doit de le choyer, mais on se doit aussi de le développer. Et c'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux types de consommateurs. On doit s'adapter. Le continent africain est un continent en pleine mutation. C'est un continent extrêmement positif, qui a une forte croissance, comme vous le savez, démographique notamment, mais pas que. Et donc, je pense que quand on a la chance d'y être implanté depuis quelques dizaines d'années, eh bien, il faut capitaliser sur cela. Croissance inégale tout de même. Aurélie? Concrètement, quand vous êtes arrivé à la tête du groupe, quelles ont été vos priorités? Est-ce que c'était de moderniser, évoluer en modernisant? Est-ce qu'il y a une question de gouvernance? Est-ce que vous êtes venu avec des nouveaux profils? C'est quoi vos priorités? Alors les priorités, c'était vraiment de m'assurer que l'humain soit au centre de nos préoccupations. Et une des premières choses que j'ai dites en arrivant, c'était que j'allais être un DG de terrain. D'accord ? Et je crois que tout le monde le sait, ça s'est vu. Je passe énormément de temps sur le terrain. Lors de ma première année, j'avais... Ça se voit en tout cas sur les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Et j'avais donc pris l'engagement d'aller à la rencontre de toutes mes équipes, sans aucune exception, sur les 12 premiers mois. Ça a été fait. Et justement, Monsieur Faure, vous le soulignez très justement, le but c'était aussi de les mettre en valeur. D'accord ? Parce que je le dis toujours, ce sont eux les héros du quotidien, ce sont eux qui sont sur les territoires sur lesquels nous sommes implantés, qui sont plus ou moins compliqués. Et comme vous le savez, nous opérons également sur des territoires qui sont compliqués. Et donc, le but, c'était de leur dire, voilà, nous sommes là, je suis là, j'ai été livré avec les équipes, avec mes équipes. Et donc, c'était vraiment m'assurer que, il y avait une proximité, une accessibilité, et bien évidemment, leur dire, voilà, pour nous, notre actif le plus important au sein du groupe Castel reste nos employés et donc l'humain. Vous dirigez des personnes plus expérimentées, plus âgées que vous, sans doute. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce que ça n'est pas du tout un problème? Est-ce que ça pose des défis? Non seulement ce n'est pas un problème, mais je pense qu'en plus c'est un avantage. C'est un avantage parce que justement, en s'entourant de personnes qui ont plus d'expérience, qui ont plus de recul aussi, eh bien on peut capitaliser là-dessus, une fois de plus. Donc finalement, il y a un mixte et il faut juste avoir le bon niveau de mixte entre l'expérience, aussi la jeunesse, l'énergie, etc., la sagesse. Et je pense que c'est en ayant cette alchimie, d'une certaine manière, qu'on arrive à faire des choses relativement merveilleuses. Justement, vous parliez tout à l'heure du local et de l'emprise locale. Que diriez-vous de la prise de décision au sein du groupe Castel? Quand on regarde, vous êtes implanté Bordeaux, Paris, Luxembourg, la Suisse, bien sûr, une multitude de filiales locales, notamment en Afrique. Que diriez-vous et que dites-vous de la marge de décision de ces filiales? Est-ce qu'elles ont cette latitude que vous avez dans... Alors, vous savez, je le dis souvent et je vais le répéter ici dans cette émission, une de nos forces, c'est notre agilité, d'accord ? Et nous sommes, d'une certaine manière, construits, je parle ici du groupe, en étant un groupe agile. Et par conséquent, on est un groupe relativement décentralisé, avec beaucoup de pouvoir qui est accordé aux filiales. Et c'est à mon sens quelque chose qu'il ne faut surtout pas changer. Comme je le dis souvent, c'est de manière imagée, je dis on donne les clés du camion à nos directeurs généraux de filiales. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fantastique. Premièrement, ça les responsabilise. Deuxièmement, je pense qu'ils sont fiers de cette responsabilité. Et puis, troisièmement, je crois qu'il ne faut pas oublier non plus, ce sont eux qui sont sur le terrain au quotidien. Personne de mieux qu'eux connaît justement cette actualité et les défis auxquels ils sont confrontés. Donc voilà, je pense que quand vous voulez être extrêmement agile, ce dont nous avons besoin en Afrique, assurément, eh bien, il est préférable d'avoir un modèle décentralisé. Donc, pour répondre, Madame Mbida, à votre question, une marge de manœuvre importante qui est laissée aux directeurs généraux de filiales et à leurs équipes. Décentralisé encore plus par rapport à avant? Est-ce que c'est un mouvement que vous comptez accentuer? Non, je ne dirais pas plus, je dirais autant, mais pas moins. Voilà. Est-ce que l'Afrique
reste votre priorité. C'est là où vous faites la plus grande partie de votre chiffre d'affaires. Ou est-ce que vous avez d'autres ambitions hors d'Afrique ? Là, on voit quelques images du 70e anniversaire de Solibra en Côte d'Ivoire, société de limonaderie et de boissons rafraîchissantes d'Afrique. Absolument. Et permettez-moi de rebondir là-dessus. Cette année a été une année assez importante, étant donné que nous avons eu les 70 ans de la Solibra en Côte d'Ivoire. On a également eu les 100 ans de la Brassimba à Lubumbashi. Donc c'est une année remplie d'anniversaires. Sur ce ratio entre l'Afrique et vos ambitions ailleurs dans le monde. L'Afrique, de nouveau, c'est un continent que nous avons la prétention de connaître, sur lequel je souhaite que nous renforcions nos positions, ça c'est sûr. Et puis après, une chose après l'autre. Déjà, je dirais, faisons en sorte d'avoir une position très forte sur le continent. Et puis un jour, qui sait, on verra si le groupe Castel se tourne vers d'autres cieux également. Parce qu'on voit que dans le monde d'aujourd'hui, l'évolution commerciale fait que d'autres régions du monde peuvent être des gisements de croissance pour vous. Oui, alors écoutez, c'est un sentiment qui est relativement partagé. Si vous regardez la consommation de bière au niveau mondial, il y a quand même beaucoup de continents qui sont en recul. L'Afrique reste un continent positif en comparaison. Donc de nouveau, je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Aujourd'hui, nous sommes bien là où nous sommes. Je suis un africano-positif, comme je dis toujours. Je crois positivement et profondément en ce continent. Donc nous y sommes bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous augmentons notre empreinte aujourd'hui sur le continent. Le cœur de vos activités, Grégory Clerc, ce sont donc les boissons, notamment les boissons alcoolisées comme la bière. Parmi les nouveautés, une nouvelle marque au Sénégal à consommer avec modération. Et puis récemment aussi une grosse opération au Ghana. On en a parlé tout à l'heure, le rachat de 80% de Guinness Ghana auprès de Diageo. C'est l'une des plus importantes opérations du secteur depuis 10 ans. Il y a 2 usines sur place. Quelle synergie concrète attendez-vous entre les marques existantes, les unités industrielles, puis le circuit de distribution ? Permettez-moi de répondre en 2 temps. Je vais rebondir sur le lancement effectivement au Sénégal de la BDO, qui veut dire Wolof, en Wolof, donc la langue locale qui veut dire étoile. Effectivement, on a fait ce lancement récemment. Et une fois de plus, pourquoi on a utilisé le Wolof ? Eh bien, c'est justement pour montrer et démontrer notre ancrage local. Maintenant, sur le deuxième point que vous avez évoqué, Mme Bida, à savoir sur l'acquisition effectivement de cette brasserie au Ghana. 2 sites de production, comme vous l'avez mentionné, un à Accra et un à Kumasi. Alors, pour moi, c'était fondamental de faire cette acquisition. Pourquoi ? Si vous prenez la carte de géographie et que vous regardez nos lieux d'implantation, eh bien, c'était la dernière pièce du puzzle qui nous manquait. Et donc, c'est pour ça que j'étais très, très positif quant au fait d'effectuer cette acquisition. Maintenant, par rapport aux synergies, alors j'espère qu'elles seront naturellement multiples. Nous continuerons bien évidemment de brasser et de distribuer la bière emblématique de la brasserie, à savoir la Guinness, mais nous avons naturellement différents plans pour apporter sur le marché également d'autres produits, des nouveaux produits. Et j'espère que les consommateurs attendent ça avec impatience. Je rebondis sur le nom de vos marques et de vos bières. Guinness dans un pays anglophone, Bidou dans un pays où on parle Wolof, des noms francophones dans les pays francophones. Vous avez vraiment envie de continuer dans cette démarche d'individualiser vos marques selon les différents pays ? Vous savez, je le dis souvent, le groupe Castel, pour moi, est une fédération d'entreprises locales. Et justement, nous avons de très forts ancrages locaux. Dans la plupart des pays dans lesquels nous sommes implémentés, nous avons la marque de bière emblématique du pays. Vous en avez mentionné certaines. Il y a la Kuka, par exemple, en Angola, pour citer un autre exemple. La Magnan, également au Cameroun. Enfin, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples, vu qu'on a plus de 100 marques qui nous appartiennent et que nous brassons, distribuons, etc., que ce soit en bière ou également en boissons gazeuses, alcomix, etc. Donc, oui, la réponse est très claire. Nous avons l'intention de continuer à avoir un ancrage local extrêmement fort. Et je dirais même, le but, c'est de renforcer cet ancrage.
Alors, je voudrais revenir justement sur les acquisitions. On a parlé du Ghana et donc de Diageo qui vous a cédé sa participation et d'ailleurs qui réévalue aussi sa présence en Afrique de l'Est. Ça vous intéresse aussi, peut-être les opérations futures avec Diageo? Est-ce que vous avez des critères spéciaux d'acquisition? Vous disiez avoir la marque emblématique locale. Est-ce qu'il y a une question de poids de marché, de stabilité réglementaire, de capacité d'accès à la logistique? Écoutez, je crois qu'il y a une volonté très, très claire au sein du groupe Castel, une volonté de croissance et de développement. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit avant, je le répète, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. La croissance, c'est fondamental, le développement aussi, mais il faut que ça ait du sens, d'accord? Il faut que ça ait du sens, il faut que ça permette des synergies et autres. Donc, je crois que nous sommes, et c'est très clair, ouverts à toute discussion de manière générale. Après, ça ne veut pas dire que nous irons de l'avant avec tel ou tel projet. Mais en tout cas, voilà, nous sommes toujours intéressés par ce qui se passe de manière générale sur le continent. Donc l'Afrique de l'Est, peut-être. Écoutez, l'Afrique de l'Est fait partie naturellement des régions d'Afrique qui nous intéressent. Comme vous le savez, c'est une partie de l'Afrique sur laquelle nous avons une implantation qui est moins importante. Donc oui, effectivement, l'Afrique de l'Est, mais pas que l'Afrique de l'Est. Il y a en revanche d'autres marchés, on va dire, un peu plus complexes en ce moment, les marchés dans les pays du Sahel, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, où d'ailleurs l'une de vos brasseries a subi une attaque en 2023. Est-ce que vous avez une cartographie de vos zones prioritaires et d'éventuelles zones à éviter? Alors écoutez, je vais être très clair avec vous, parce que cette question m'est souvent posée. Est-ce qu'il y a des pays desquels nous envisageons de nous retirer? La réponse est très claire, non. Aucun. Aucun. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus fier de nos équipes qui font sur le terrain un travail qui est fantastique. Mais de nouveau, le fait d'être dans ces pays depuis aussi longtemps nous permet de comprendre justement les particularités de ce qui s'y passe. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de priorité qui est mise plus sur un pays que sur un autre. Tous nos pays, d'une certaine manière, sont prioritaires. Mais la question sécuritaire est quand même examinée. Absolument, elle est non seulement examinée, mais on porte une attention très importante à cela. Nous avons des équipes qui sont dédiées uniquement à cette cartographie. Nous avons une cartographie des risques qui est effectuée. C'est pris en compte, bien évidemment. Mais voilà, nous sommes, je dois dire, aujourd'hui très positifs. Et vous le savez, vous êtes des spécialistes de l'Afrique. L'Afrique a toujours été cyclique, d'accord? Aujourd'hui, un pays va mal. Demain, ce même pays ira probablement bien, d'accord? C'est propre à l'Afrique, c'est propre à ce continent. Donc de nouveau, je crois que le mot qui résume bien ça, c'est la résilience. Et nous savons chez Castel être résilients. Il y a la sécurité et puis il y a la politique, Aurélie. Exactement. Castel est aussi très présent à Madagascar, avec notamment Star, l'une de ses marques phares. Madagascar, un pays où le président Ange Rajoelina a été renversé par des militaires. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que vous craignez ou pas que les intérêts des entreprises, les multinationales, dont les multinationales européennes, y soient menacés, sachant que vous avez des milliers d'employés dans l'agriculture, qui est un secteur très fragile dans ce pays? Écoutez, de manière générale, on a effectivement de très belles opérations avec certaines particularités à Madagascar, notamment parce que nous avons une malterie, comme vous le savez, et que nous travaillons avec un nombre conséquent d'agriculteurs, plus de 18 000 sur l'île. Maintenant, par rapport aux événements qui sont en train de se dérouler là-bas, eh bien, écoutez, de nouveau, je crois qu'il faut tout simplement laisser les populations locales se déterminer. C'est après tout elles que ça concerne. En ce qui nous concerne, nous, eh bien, écoutez, je crois que tout simplement, on adapte notre temps de travail en fonction des événements de ces derniers jours. Voilà. À voir, restons attentifs, mais en tout cas, on est positif quant à notre activité. Donc vous êtes en contact avec vos équipes au sur quotidien. Le terrain pour éventuellement ne pas ouvrir un site à un moment, en rouvrir un à un autre? Contact au quotidien, pour que les choses soient tout à fait claires. Ces 2 dernières semaines, eh bien, effectivement, des choix ont dû être faits à certains moments, lors de manifestations, par exemple, de fermer certains sites, de renvoyer nos employés chez eux pour des raisons de sécurité. Donc naturellement, comme je le dis, une fois de plus, l'humain est au centre de nos préoccupations. Nous sommes sur une politique zéro risque et donc on a dû s'adapter. Donc il y a eu des jours de fermeture d'une part et puis il y a eu des jours où c'était un entre-deux. On a adapté nos horaires de travail en commençant les productions plus tôt et en finissant les productions également plus tôt dans la journée. Donc voilà, de nouveau, flexibilité, agilité. Mais
pas question d'arrêter l'activité. Absolument pas. Quoi qu'il arrive. Absolument pas. Autre nouveauté de ces derniers mois pour le groupe Castel, au printemps 2025, la première distillerie du groupe inaugurée à Nkayi, en République du Congo. Est-ce que ça s'inscrit dans le mouvement général vers la souveraineté économique ? Beaucoup de pays disent on veut réduire notre dépendance aux importations, renforcer le contenu local. Là, distillerie, sur place, on transforme localement, c'est ça le but ? Exactement. Écoutez, ça c'est une de mes grandes fiertés, une de nos grandes fiertés au sein du groupe Castel. C'est les synergies que nous avons avec Somdia, vous savez, une de nos filiales. Et effectivement, cette ouverture de cette première, je dis bien cette première distillerie, parce qu'on en ouvrira une deuxième l'année prochaine en Côte d'Ivoire, eh bien, justement, nous permet ces synergies. Permettez-moi de passer 2 secondes sur ce point. Ce qui est fantastique avec Somdia, c'est que nous avons des plantations de canne à sucre et donc par conséquent nous avons du sucre pour nos boissons gazeuses. Mais on s'est rendu compte que ce sucre, on pouvait aussi avoir de la mélasse et de cette mélasse en faire de l'alcool de bouche. Et cet alcool de bouche également l'utiliser pour nos boissons alcoolisées, en l'occurrence nos alcools mixtes. Donc d'une certaine manière, je dirais c'est du win-win. On a des productions locales, donc de nouveau on développe le terreau local, ce qui est extrêmement important à nos yeux, et puis on crée justement des synergies avec nos différents pôles et donc ce qui est bénéfique pour nos boissons. Alors vous avez parlé effectivement des matières premières locales et puis qui servent à la bière et aux autres boissons, mais ce n'est pas seulement cette bière, c'est aussi le sucre, la farine et les boissons non alcoolisées, l'eau et de la logistique, beaucoup de choses. Comment on structure tout ça, un groupe avec une telle diversité industrielle, tout en maintenant une cohérence stratégique et puis financière, évidemment. Bien sûr, mais écoutez, il faut de la rigueur. Je crois que c'est probablement le mot qui résume cela. Vous avez raison, il y a différents départements qui traitent les sujets que vous venez d'évoquer. La logistique est bien évidemment un domaine extrêmement important pour nous. Nous touchons environ 700 000 points de vente sur le continent africain, ce qui est absolument colossal. Nous avons probablement le meilleur réseau de distribution dans les pays dans lesquels nous opérons, avec un maillage qui est extrêmement fin, qui a été développé au fil des années. Donc oui, je crois que de manière générale, les analystes sont assez unanimes pour dire que notre route to market est la plus puissante. Alors les moulins sur Somdia, la farine, c'est quasiment fini. Enfin, en tout cas, si le processus traîne pour la session de la reprise par Avos de ces 2 derniers mois, elle devrait être actée, alors, selon nos dernières informations, à la fin du mois d'octobre, ou au pire à la fin de l'année. Voilà, ça demeure un changement important pour Somdia, du coup, pour votre groupe. Est-ce que vous êtes soulagé d'avoir réussi à céder ces moulins ? Ou bien, il y a une autre explication. En tout cas, qu'est-ce que ça va permettre au niveau de Somdia et de Castel ? Alors écoutez, le but était très clair. C'était de recentrer l'activité de Somdia sur nos activités principales qui font du sens en termes de synergie, comme je viens de vous l'expliquer. Les moulins, qui est une activité qui est fantastique, je dirais, n'était pas l'activité qui nous permettait les plus grandes synergies. Donc c'est pour ça qu'on a décidé effectivement de recentrer le focus de Somdia sur les activités qui sont pour nous à plus grande valeur ajoutée en termes d'intégration verticale et de synergie. Grégory Clair, le directeur général de Castel et le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Grégory Clair, vous êtes arrivé à la tête de ce groupe dans un contexte marqué par une enquête ouverte par le parquet national antiterroriste français sur les activités de Castel en Centrafrique. Où en est aujourd'hui le processus d'enquête interne? Quelques éléments. Oui, tout à fait. Effectivement, écoutez, il y a une enquête, comme vous le savez, préliminaire qui a été ouverte par le PNAT. Il y a eu un choix également de l'autorité de ne pas ouvrir d'informations judiciaires à ce sujet. Nous, tout de suite, dès qu'on a été avertis par cela à l'époque, parce que ça remonte maintenant, eh bien, nous avons, au travers de notre comité éthique, sollicité qu'une enquête interne soit diligentée sur plus de 8 mois, par un très grand cabinet, notamment. Et les conclusions de cette enquête interne sont très claires et ne corroborent absolument pas donc, les allégations qui ont été faites par le rapport auquel vous y référence. Est-ce que vous avez apporté, vous, dans cette affaire, est-ce que vous avez apporté du nouveau en termes de conformité, d'éthique, de contrôle interne? Est-ce que vous avez mis en place de nouveaux dispositifs? Ça vous a fait peut-être évoluer aussi?
Alors écoutez, malheureusement, je vais devoir vous répondre que j'ai probablement absolument rien apporté, pour plusieurs raisons. C'est que la première chose, c'est que l'affaire à laquelle vous faites référence était donc bien avant mon arrivée, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que Castel n'a pas attendu cette affaire pour mettre en place les systèmes que vous communiquez. Donc d'une certaine manière, non, ça fait partie, vous savez, de la vie des grandes entreprises et des gros groupes. Vous avez des affaires qui arrivent, qui repartent, etc. Mais ça n'a pas eu d'influence particulière sur nos activités. Le groupe Castel reste le numéro 1 africain dans la bière, dans un contexte général d'inflation, parfois supérieure à 10% dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Comment est-ce qu'on fait pour préserver les marges tout en maintenant des prix abordables? Est-ce que vous changez vos gammes? Est-ce que avec des gammes peut-être petits formats, des gammes intermédiaires, et puis voilà, comment vous modifiez vos process pour que les marges restent substantielles? Bon, effectivement, l'inflation, je crois que c'est un secret pour personne, hein, elle est bien présente. Et au sein de Castel, notre responsabilité justement, eh bien, c'est de maintenir avant toute chose l'accessibilité de nos produits sans en dégrader la qualité. Ça, c'est extrêmement clair. Donc, il y a des éléments que nous avons déjà évoqués avant, notamment le local content, hein, les productions locales qui nous permettent justement de combattre ces problématiques-là. Il y a aussi des travaux qui sont effectués très importants sur l'efficacité industrielle. Ça, c'est un deuxième point qui est naturellement fondamental. Et puis après, c'est, je dirais, l'adaptation, effectivement, comme vous venez de le dire très justement, M. Faure, des formats. D'accord ? Et donc, je dirais, tous ces éléments mis bout à bout nous permettent justement de combattre au mieux ces problématiques d'inflation. Donc d'autres formats, des boissons plus à Absolument. contenance plus petite. Écoutez, alors ça dépend à chaque fois naturellement, ça dépend des marchés, parce que comme vous le savez, en Afrique, eh bien, en fonction des pays, en fonction des régions, les habitudes de consommation sont extrêmement différentes. Vous avez des pays qui ont plus d'appétence pour des petits formats, du 20 à 25 centilitres, et puis à l'inverse, vous avez des pays qui, eux, préféreront du 65 centilitres. Donc, de nouveau, c'est à nous de nous adapter et de travailler en fonction de ces souhaits, sachant que, on le dit toujours, le consommateur reste le roi. J'en profite, ça répond aussi à une exigence ou en tout cas une volonté de sobriété aussi. Dans le monde actuel, on sait que c'est dans les esprits de sobriété environnementale. On va aller plus loin sur les questions environnementales tout à l'heure, mais aussi de sobriété en termes de consommation d'alcool. Pour les jeunes, peut-être que consommer 20 centilitres, ça suffit. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Et de nouveau, je crois que quand on a un groupe comme le nôtre... Pour les jeunes et les moins jeunes, pardon, je corrige. Un groupe comme le nôtre se doit naturellement d'accompagner le mouvement, et les mouvements, je dirais même. Et donc de suivre, au fait, les volontés des consommateurs, tout simplement. Ce n'est pas à nous de dicter aux consommateurs ce que nous souhaitons qu'ils fassent, c'est à nous de nous adapter. Et donc, d'où l'importance de cette agilité, une fois de plus. On l'a dit tout à l'heure, d'ici 2030, près de la moitié de la croissance mondiale du marché de la bière viendra d'Afrique. Ce sont les projections des grands brasseurs. Dans ce contexte, Castel, est-ce qu'il va rester un grand groupe familial africain ou est-ce que vous envisagez d'ouvrir un peu le capital ? Non, écoutez, je crois que l'ADN de Castel est extrêmement clair. C'est un groupe familial. La famille est extrêmement fière de manière générale de ce groupe-là. Donc, il n'y a pas du tout d'intention d'ouvrir le capital de manière générale. Par contre, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, aussi sur ce développement africain, je pense qu'il y a un point qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, 70% de la population africaine a moins de 30 ans. D'accord ? Donc ça, naturellement, ça fait aussi partie des paramètres que nous devons prendre en compte au travers de nos différentes entreprises africaines. Et comment, justement, vous les prenez en compte ? Comment vous adressez aujourd'hui à cette population jeune qui va être de plus en plus nombreuse, pour vous adresser et pour continuer à être un leader sur votre segment de marché face à des concurrents qui eux aussi s'adaptent et eux aussi ont les mêmes chiffres de projection. Alors écoutez, je crois qu'une réponse, probablement une des réponses les plus importantes par rapport à votre question, c'est le monde du digital. D'accord ? C'est qu'aujourd'hui, la jeune génération, quand vous êtes en Afrique, et j'y suis, comme vous le savez, énormément, eh bien, vous voyez que dans la jeune génération, notamment, quasiment tout le monde a un téléphone portable. Enfin, où tout le monde a accès à un téléphone portable. Par conséquent, on communique de plus en plus sur les réseaux sociaux avec ces jeunes pour justement être aussi plus proche, créer une proximité, comprendre aussi leurs souhaits en termes de produits. Et voilà, ça fait partie aussi naturellement de nos focus
à l'heure actuelle. Justement, dans cette bataille économique avec vos concurrents, Heineken, AB InBev et d'autres, quels leviers vous permettent de défendre vos positions? L'innovation, vous parlez du digital, l'innovation dans vos produits, la recherche en laboratoire. Il est bon aussi de faire évoluer son produit pour conserver ses clients? Alors, il est effectivement important de faire évoluer notre gamme de produits de manière générale avec un aspect absolument central. Et ça, toutes les équipes au sein du groupe Castel le savent. Je suis monomaniaque de la qualité. La qualité de nos produits est absolument fondamentale. Pourquoi elle est fondamentale? Eh bien, tout simplement parce que ça démontre le respect que nous portons à nos consommateurs. Donc, le premier point, je pense, dans un monde qui est en mutation, qui est en développement, c'est de porter une attention très sérieuse à la qualité. Et puis après, naturellement, c'est de voir quels sont les produits qui intéressent les consommateurs d'aujourd'hui, mais aussi les consommateurs de demain. Donc ça veut dire respecter un équilibre entre une évolution des produits et dans le même temps ne pas trop chambouler non plus les habitudes d'un consommateur. Quand on parle de la boisson, on a envie de retrouver le même goût Absolument. A priori. Si on prend un autre exemple, Coca-Cola a fait évoluer ses gammes, mais a toujours quand même gardé la recette. Une fois de plus, on y vient, on y revient, évolution et pas révolution. Voilà. Donc il faut faire évoluer les gammes. Il y a des marques qui ne bougent pas, qui ne changent pas, dont les recettes sont toujours les mêmes, des marques fortes, à ancrage local très important. Et puis parallèlement à ça, vous avez effectivement des nouveaux produits que vous déployez et qui font partie justement de notre portefeuille pour les consommateurs. La digitalisation s'impose dans la distribution, qui est un de vos pans d'activité, la relation client. Où en est Castel sur ce point, dans la transformation numérique en Afrique? Est-ce que vous parlez en ce moment d'automatisation, de data commerciale, comment les exploiter, ou même d'intelligence artificielle appliquée sur toute la chaîne, l'ensemble de la chaîne de valeur? Où vous en êtes? Écoutez, mon ambition est extrêmement claire, c'est emmener le groupe Castel justement vers cette nouvelle ère, l'ère du numérique de manière générale, l'ère de la digitalisation. On est en plein processus de transformation digitale aujourd'hui chez Castel. On a d'ailleurs un programme qui s'appelle CPS, Castel Performance System, qui a été déployé notamment avec une filiale particulière. Le but était d'avoir un REX, donc un retour d'expérience sur cette filiale, avant un déploiement multisite. Aujourd'hui, je crois qu'aucune société, quelle que soit sa taille, je dirais même, aucun groupe ne peut justement mettre de côté l'aspect digitalisation, l'aspect intelligence artificielle. Et c'est pour ça que nous avons aujourd'hui... Qu'est-ce que ça change dans l'agroalimentaire, dans les vignes, dans les brasseries, dans les distilleries? Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Énormément de choses. C'est un complément qui vient aujourd'hui aider l'humain à être encore plus performant. Et sur la chaîne de production, au sens large du terme, de justement la production jusqu'à la distribution et jusqu'au moment où vous avez le produit qui est consommé, eh bien cette digitalisation, l'intelligence artificielle également, vient nous donner des informations sur comment produire mieux, comment produire plus, comment produire aussi moins cher, parce que plus efficacement, et puis après, d'anticiper les habitudes des consommateurs. Ça implique aussi des questions de formation, parce qu'on n'a pas finalement les Absolument. mêmes profils qui travaillent dans son entreprise quand on parle de transformation numérique. Vous en êtes tout là-dessus. Est-ce que vous accompagnez aussi cette montée en compétences ou cette mutation des profils? Bien sûr, il y a effectivement des personnes dont nous sommes très fiers qui sont venues nous rejoindre, qui ont travaillé effectivement sur la digitalisation et la transformation digitale au sein d'autres groupes que nous avons recrutés et justement qui nous accompagnent dans ce mouvement. Vous savez, c'est d'une certaine manière, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre sur le monde avec cette digitalisation qui est extrêmement puissante et on ne peut pas rater ce virage-là. Vous pourriez imaginer une grande entreprise ou une entreprise un peu moins grande dirigée par une IA, avoir en face de nous, journalistes, une IA qui répondrait à nos questions, remplacer les dirigeants? Écoutez, je vais vous répondre non. Pour moi, l'IA, c'est un complément.
Et je sais que ces derniers mois ou ces dernières petites années, 2, 3 dernières années maximum, effectivement, l'IA s'est démocratisée, notamment au travers de programmes dont nous avons tous entendu parler. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus trop fantasmer là-dessus, d'accord ? Je dirais c'est un bras supplémentaire au service de l'humain, mais ce n'est pas une technologie qui vient remplacer l'humain. En tout cas pas au sens dans lequel on peut le lire de manière générale. Je pense qu'il faut être très positif. Ce sont des éléments qui doivent être justement intégrés dans nos métiers. Et au fait, on doit capitaliser là-dessus. Ils doivent venir nous aider. C'est un peu lié d'ailleurs à l'utilisation du numérique, hein, les questions environnementales, les questions énergétiques qui sont centrales. Pour vos activités industrielles, il y a la question de l'eau, naturellement, dans les brasseries, dans les sucreries, dans les minoteries. Comment est-ce que vous gérez cette empreinte hydrique ? Oui. On sait que dans un certain nombre de pays où vous êtes présent, l'eau est en pénurie. Nous avons effectivement... Qu'est-ce que vous faites concrètement pour ça ? Alors, beaucoup de choses que je vais vous expliquer. Nous avons effectivement une cartographie des risques liés à ces problématiques d'eau. Donc, nous avons des pays dans lesquels nous opérons où, justement, on a un fort stress hydrique. On a une équipe qui passe de site en site et qui ne fait que ça et qui fait un travail absolument exceptionnel. Pour vous donner 2-3 chiffres, ces 2 dernières années, nous avons réduit de 10% notre consommation d'eau sur le territoire africain. Alors, vous allez me dire, oui, mais Grégory, grosso modo, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, je vais vous donner une image, parce que j'aime bien les images de manière générale. Ça représente une colonne de camions, citernes, en touche-touche les uns derrière les autres, depuis l'extrême nord de l'Afrique jusqu'à l'extrême sud de l'Afrique. Voilà ce que nous avons réussi à économiser en termes d'eau ces 2 dernières années. Alors, il y a des petites actions qui sont menées, naturellement, mais ces petites actions à grande échelle, finalement, font de grandes économies. Et puis après, il y a d'autres choses, d'autres sensibilisations. Par exemple, au Malawi, nous venons de lancer cette année également, c'est une grande première chez nous, une bière au sorgho. Et le sorgho est une céréale, justement, qui pousse dans les milieux qui sont beaucoup plus arides. Donc là, on a un fort stress hydrique. Et justement, faites de l'adaptation climatique dans vos activités. Absolument, absolument. Et écoutez, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous adapter et nous devons avoir des comportements responsables. Dans d'autres domaines environnementaux, vous avez des sites pilotes dans des pays comme le Cameroun ou la RDC. Des panneaux solaires aussi, hein, on a parlé de l'énergie, il y a, puisque vous utilisez beaucoup de verre, le tri du verre, le recyclage, la consigne. Là encore, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui ou ce qui existait à votre arrivée? Bien sûr. Mais écoutez, effectivement, un autre point très positif du groupe Castel, c'est que nous avons 3 très grosses verreries en Afrique. Nous en avons une en Angola, une au Cameroun et une au Maroc. Et je crois que nous pouvons prétendre avoir été pionniers en la matière, parce que justement, ça, de nouveau, c'est un élément visionnaire, c'est d'utiliser le verre et le verre consigné, d'accord, pour des raisons environnementales. Donc aujourd'hui, il y a effectivement, en plus des investissements conséquents qui sont faits sur certaines de nos verreries pour en augmenter les capacités, d'accord, et puis justement de continuer cette tendance, je dirais, éco-responsable dont nous sommes fiers. Est-ce que quand vous vous promenez dans une grande ville africaine et que vous voyez à l'issue d'une soirée toutes ces bouteilles par terre ou dans des poubelles, ça vous fait un peu... Alors, ce qui m'embête, ce sont les bouteilles de plastique que je vois. Et là, de nouveau, nous sommes fiers, c'est que nous, ce sont les bouteilles en verre. Et ce sont les bouteilles. Il y a aussi des bouteilles en verre qui peuvent être jetées dans la nature. Oui, alors de manière générale, vous avez raison. Ceci étant, je crois que le gros problème de l'Afrique, de manière générale, c'est plus les bouteilles en plastique que les bouteilles en verre. Et puis, vu qu'elles sont consignées, eh bien, de manière générale, les personnes les ramènent tout simplement pour la consigne. Donc, c'est d'une certaine manière, c'est un cercle qui est tout à fait vertueux. En tout cas, nous, on le voit de manière positive et on le constate de manière positive. Et les populations, les autorités locales, je crois, saluent justement les efforts que nous faisons en tant que pionniers dans le domaine. Alors pour revenir sur vous, Grégory Clerc, cela fait près de 3 ans environ que vous avez pris les rênes du groupe. D'ici à 5 ans, vers 2028, sur quel jalon concret souhaitez-vous être jugé? Est-ce que c'est sur la croissance exponentielle, organique du groupe? Est-ce que c'est sur votre performance environnementale? Est-ce que c'est sur le développement
agricole est-ce que vous apportez sur le terrain, ou bien est-ce que c'est sur la gouvernance, l'organisation du groupe Castel? Et ne répondez pas tout à la fois. Ah non, sinon c'est pas drôle. Ça c'est convenu comme réponse. Eh bien c'est dommage parce que j'allais justement dire probablement tous ces points. Ceci étant, c'est vrai, probablement tous ces points. Les résultats, naturellement, c'est fondamental. Je veux dire, je suis là pour sortir les meilleurs résultats possibles et c'est absolument normal qu'on me juge là-dessus. Ça serait normal qu'on ne me juge pas sur les résultats. Donc il y a effectivement l'aspect résultat. Il y a l'aspect, bien évidemment, notre empreinte, je dirais, écologique. Comment faire pour encore améliorer ça? Bien sûr, j'y travaille, nous y travaillons, et c'est normal que nous soyons jugés là-dessus. L'amélioration des questions de gouvernance, bien évidemment aussi. Donc d'une certaine manière, je pense que c'est multivecteur, et c'est pour ça que je suis désolé de vous répondre probablement tous ces points à la fois. Mais il y en a peut-être d'autres qu'on ne voit pas et qui vous tiennent à cœur? Oui, qui sont bien dans sûr. votre feuille de mission? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a probablement énormément de points encore qui ne figurent pas dans cette liste. Je pense que faire du groupe Castel aussi un modèle en Afrique en termes de numérique et de digitalisation. Ça, je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, le train est déjà en marche. C'est justement le moment important à ne pas rater parce que la direction que vous prenez aujourd'hui va guider les prochaines années. Mais je pense que ça ne va pas guider les 2-3 prochaines années, ça va guider les 10, 15, 20 prochaines années. D'où l'importance de ne pas rater cet embranchement. Grégory Clair, votre pays, c'est la Suisse. Castel, comme d'autres groupes d'ailleurs, finance des actions de terrain et puis des événements culturels comme Mon Premier Montreux. Montreux, c'est une ville en Suisse où il y a de nombreuses manifestations culturelles et un concours de talents d'humoristes organisé dans 10 pays d'Afrique. Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancé là-dedans? Ça n'est pas le cœur de votre métier. Effectivement, Mon Premier Montreux, c'est une aventure qui est absolument magnifique et dont nous sommes extrêmement fiers. Grosso modo, et pour résumer la situation, c'est un concours humoristique qui se déroule sur le territoire africain. Le but, justement, est de repérer les futurs talents, les talents de demain en termes d'humour. Et puis, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, au sens large du terme, pas que sur le continent africain, qui est relativement morose. Vous ouvrez, je suis désolé de le dire ici, mais vous ouvrez les médias aujourd'hui et vous voyez tout ce qui ne va pas dans le monde. Et ça, c'est quelque chose, d'une certaine manière, qui me perturbe énormément à titre personnel, parce que je pense à la jeunesse qui représente l'avenir, et ils sont bercés, j'ai envie de dire, de désillusions, d'une certaine manière. Et l'humour, pour moi, est un remède absolument incroyable. Donc, effectivement, le groupe Castel soutient ce projet, Mon Premier Montreux, qui est assez génial. J'ai été à la représentation l'année dernière du gagnant, donc du finaliste. J'y serai également cette année au mois de novembre. Et voilà. Alors, justement, on va écouter un extrait. Elle s'appelle Kadi Isotina, elle est béninoise, et c'est l'une des lauréates de Mon Premier Montreux. C'était la saison 3. Pour ceux qui ne savent pas, le terme Apuchu en Afrique désigne une femme ronde, aux formes généreuses, qui ne passe pas inaperçue quand elle marche et qui rend la vie impossible aux filles minces comme moi. Ouais. Je profite de ma venue chez les Blancs pour faire un truc de blanc, quoi. Vous raconter mes problèmes. Mais voilà, je crois que tout est dit. Les Blancs racontent plus leurs problèmes que ceux qui ne sont pas Blancs. Est-ce qu'on se plaint davantage en Europe qu'en Afrique, aujourd'hui, par exemple? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que de manière générale, en Afrique, il y a un positivisme qui est quand même assez fantastique, d'accord? Il y a cette résilience qui est là. Et je crois que, d'une certaine manière, ce que cet humoriste dit avec une certaine finesse est très juste. Et d'une certaine manière, démontre qu'aujourd'hui, je pense que il faut que nous essayions de cesser de toujours nous plaindre. Parce que finalement, ça déteint sur le moral de tout un chacun. Donc ces activités-là, humoristiques, on les soutient. Je pense que ça fait partie même de notre développement RSE, notre responsabilité aussi en tant que groupe. Et je pense que voilà, c'est un remède qui est fantastique, l'humour. Vous avez envie de dire aux Européens peut-être d'aller passer un peu plus de temps en Afrique, justement, pour retrouver de la positivité?
Écoutez, je crois qui en manque. J'ai pas forcément de conseils ou de recommandations à faire. Ceci étant, ce que je peux dire, c'est qu'en termes d'expérience personnelle, le temps que je passe sur le continent africain est un temps qui est absolument fantastique, qui est merveilleux, parce que vous voyez des choses s'y passer qui sont extrêmement enrichissantes, qui sont extrêmement positives. Et justement, je pense qu'effectivement, ça fait beaucoup de bien d'être confronté à ces populations locales, diverses et variées, qui, même dans des situations difficiles, comme on le sait tous, cherchent toujours à y voir le positif. Un grand merci, Grégory Clair, d'être passé par nos studios. C'est moi qui vous remercie tous les deux. Le directeur général de Castel, grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique. Merci Aurélie. Merci Bruno, merci Grégory Clair. Merci. Votre article à lire dans les colonnes de jeuneafrique.com, la vidéo complète et en images sur nos chaînes YouTube. Merci à nos équipes de réalisation, Stéphane Desfossés et Steven Elsley. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont préparé cette émission. À très vite.